grandir, c'est trahir. Alors, je trouve que, je ne sais pas comment vous allez ressentir cette proposition, mais effectivement, je trouve que c'est assez osé, que ça peut faire désordre de proposer effectivement, pour parler alors je parlerai plus moi et je remercie Jean-Paul Gaillard parce que je parlerai peut-être un peu plus justement de ce que j'appelle moi des jeunes adultes, c'est-à-dire, des jeunes, de 16 à 25-30 ans, hein, donc de la notion de transition. J'aborderai un peu plus la question de la transition pour aller effectivement de l'adolescence, de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, quand je propose grandir, ça passe par la trahison. Je sens que je bouscule un petit peu les idées un petit peu reçues et que je risque un petit peu peut-être de vous choquer. Et pourtant, ça prend vraiment sens pour cette tranche d'âge, les jeunes adultes. Je crois au cours de ma longue expérience clinique, éclairée un peu aussi par mon regard philosophique, au cours de cette longue expérience, c'est auprès de ces jeunes adultes, donc je vous le dirai, vous l'entendrez, j'ai beaucoup aimé travailler avec ces jeunes adultes, c'est au cours de ces jeunes adultes que j'ai formé ce concept particulier, je l'avoue, de trahison éthique. Et il me semble qu'avec le recul justement de mon expérience, c'est auprès d'eux que cette notion de trahison éthique prend vraiment tout son sens, toute sa valeur, j'ai envie de dire thérapeutique, et c'est auprès d'eux, sans doute, qu'elle semble le plus efficient au niveau justement, j'ai envie de dire, des libérations qu'ils peuvent espérer à cet âge-là. Il y a en effet une grande concordance entre la notion donc de trahison éthique. Rassurez-vous, je vais y aller pas à pas, je vais vous expliquer tranquillement en quoi ça consiste et pour l'instant, je l'aborde telle quelle, mais on va arriver à la définir petit à petit. Donc, moi, j'ai toujours observé une concordance entre cette notion de trahison éthique et effectivement le travail psychique, peut-être même psychosocial, que les jeunes adultes ont à faire, c'est-à-dire transiter. On a, avec Jean-Paul Gaillard ce matin, avec Isabelle Aquavi tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler la notion de transition. Et on a aussi beaucoup parlé, et on va être amené on a aussi beaucoup parlé de transformation. Ces jeunes adultes ont effectivement tout un cheminement qui les amène à traverser une période de grande et de profonde transformation. Je n'emploie pas ces mots par hasard, on les a entendus tout à l'heure, je les reprends, ce n'est pas par hasard. Transiter, transformer, traverser, vous verrez dans quelques minutes, je laisse le suspense, vous verrez dans quelques minutes effectivement quels sont les liens entre ces mots-là, donc qui sont le cœur même du processus de cet âge-là, entre autres, quels sont les liens de ces mots-là avec la notion de trahison. Longtemps, ce qui m'a intéressée et ce qui m'a amenée à écrire, j'avais travaillé sur les trahisons il y a une vingtaine d'années et j'ai remis, j'ai envie de dire, je me suis remis en selle pour le retravailler parce qu'il y a quelque chose de très contemporain aujourd'hui et il faut être conscient quand on aborde ces jeunes-là, en tout cas, il faut être conscient de cette notion effectivement très, très contemporaine de la notion de trahison. Longtemps, disons, jusqu'à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, j'entendais justement ces jeunes adultes revendiquer le droit d'être ce qu'ils sont, revendiquer le droit de se libérer de certains déterminismes familiaux. En fait, ils disaient, sans le dire clairement, sans employer le mot, ils disaient « j'aspire, quand je serai adulte, à ne pas me trahir ». Mais ils n'osaient pas, ce mot était tellement tabou qu'ils n'osaient pas le dire. Aujourd'hui, depuis effectivement 10-12 ans, ce que j'entends, c'est que effectivement les jeunes osent mettre, j'ai envie de dire, ce mot de trahison dans leur bouche. Ils osent dire effectivement, très explicitement, au cours de leur consultation, je ne veux pas me trahir. Je veux être fidèle. Alors, je ne sais pas si c'est à mes idéaux ou à mes valeurs. L'intervention de Jean-Paul Gaillard m'a un petit peu troublée, mais effectivement, ils veulent être fidèles. En tous les cas, ce qui fait sens pour eux, ce qui donne un sens et une orientation à leur existence, ils sont à la recherche d'un sens et d'une orientation à donner à leur existence. Et du coup, que les jeunes aujourd'hui osent exprimer cette notion-là, je ne veux pas me trahir,
Je pense que c'est une vérité à entendre, c'est un besoin à entendre et sur lequel il faut que nous puissions réfléchir et être tout à fait à l'aise. Pour eux, en tous les cas, être adulte, ce ne serait pas une question d'âge, c'est une question d'être. Il s'agirait avant tout d'un accomplissement ou d'aller vers un accomplissement de soi, d'un soi au plus près de leur authenticité, d'un soi même au plus près de leur profondeur, en tous les cas un soi en harmonie avec ce qui fait sens pour eux, en harmonie avec, j'ai envie de dire presque le contexte, mais un contexte large qui est un contexte de la nature, et un soi qui leur permette, ils ne le disent pas comme ça, mais on l'entend, un soi qui leur permette d'accéder à une certaine consistance, et cette consistance leur permettrait d'être résilients et un peu résistants dans les contextes pas faciles qu'ils traversent, qu'ils seront amenés à traverser. Une autre chose intéressante m'a amené à retravailler sur cette notion de trahison, et c'est un petit peu confirmé par de nombreuses enquêtes. Effectivement, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de recherches sont en train de sortir sur ces jeunes adultes, déjà parce qu'on est dans un contexte politique, sociopolitique qui fait que ce sont des enjeux, ils représentent des enjeux économiques, politiques, et voilà. Mais les enquêtes qui sortent, il y en a une, en tous les cas, qui m'a fait rire. C'est une enquête de l'IFOP qui a été retransmise, relatée par un journaliste du Monde. Et le grand titre, c'était « Le Covid ». Et vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai ri. Le Covid a créé une génération, celle des enfants de la dette, donc celle des enfants de la dette. Ils auront à payer le prix de l'épidémie. Vous comprendrez, encore une fois, petit à petit, on viendra et vous comprendrez pourquoi cette notion-là, enfant de la dette, m'a fait sourire. L'enquête poursuit en disant, en présentant cette génération comme une génération pétrie de contradictions. À la fois, et ça aussi c'est intéressant, c'est ce que j'avais pu observer moi dans mon cabinet, mais là, que ce soit conforté par une enquête sociologique, ça donne encore plus de sens. Donc, une génération pétrie de contradictions, à la fois solidaire et individualiste, traditionnelle et moderne, attachée aux libertés et en même temps en demande d'autorité. La réalisation à laquelle ils aspirent n'est pas forcément un égocentrisme, même s'il se présente souvent comme égoïste. Ces contradictions, on les a tous plus ou moins observées dans nos pratiques. Quand on les rencontre, ces jeunes-là, on sent, on perçoit ces contradictions, elles ne nous étonnent pas. Encore une fois, qu'elles soient perçues sur un plan plus général et sociologique, m'a interpellée. Parce que finalement, je pense que c'est de cette façon-là qu'on va prendre en compte qu'ils interrogent dans leurs contradictions vraiment l'essence même de notre humanité quelque part. Ils découvrent dans cette contradiction, en tous les cas, cette contradiction met en évidence qu'ils sont en train de découvrir la tension inévitable entre le soi et les autres. Sans les autres, je n'existe pas, mais avec les autres, qui suis-je? Si je veux être moi, comment me placer vis-à-vis des autres? Et je pense que ces contradictions nous mettent en face, effectivement, de ce paradoxe de la situation de nous, humains. Et si ces jeunes adultes nous interpellent, c'est sans doute aussi parce qu'ils nous interpellent, nous aussi, soi-disant adultes, effectivement, dans cette tension permanente où je ne sais pas comment je peux me placer, jusqu'où être moi, si je veux être avec les autres. Winnicott déjà parlait d'un équilibre qui pouvait être atteint, obtenu à partir du moment où je pouvais, en tant que sujet, être soi, être moi, plutôt le soi que le moi, en présence des autres. Ce que ces jeunes adultes mettent en évidence dans leurs contradictions, c'est cette dimension paradoxale. Je ne peux pas exister sans les autres, mais où suis-je quand je suis avec les autres? Et cette question-là, finalement, qui est une question presque plus existentielle qu'identitaire,
ils nous l'envoient de plein fouet quand on les rencontre. Et si j'ai mis en évidence la notion de trahison éthique, c'est parce que cet oxymore, c'est-à-dire cette proximité de deux termes apparemment contradictoires, c'est qu'effectivement, cette notion-là me semble être utile pour comprendre comment tenir à la fois le respect de soi et le respect de l'autre. Et c'est ce paradoxe-là que la trahison éthique peut peut-être nous amener à comprendre comment tenir ce paradoxe. J'aime bien les belles formules et dans mon ouvrage, je mettais une belle formule que je vous livre. À quoi dois-je renoncer pour respecter l'autre et à quoi je ne peux pas renoncer pour me respecter moi-même? Donc, être soi nécessite et grandir nécessite de trahir, mais pas trahir de n'importe quelle manière. C'est pour ça qu'il y a trahison et éthique. Pas de n'importe quelle manière. Advenir à soi, oui. En respectant les autres, oui. C'est-à-dire comme sujet libre, mais aussi comme sujet responsable. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose deux étapes. Le premier moment, c'est un petit peu débroussailler cette notion de trahison dans laquelle moi je suis plutôt à l'aise, mais qui peut peut-être un petit peu vous étonner parce qu'on n'a pas l'habitude de penser la notion de trahison. Alors, en effet, dès que le mot de trahison, dès qu'on a dit… Alors, donc, on va passer un tout petit moment pour expliquer un petit peu pour déconstruire cette notion de trahison et pour ouvrir un petit peu notre manière de considérer cette notion-là, et qui est pour moi plus un processus qu'un état ou qu'une chose. Donc, c'est vrai que le mot de trahison a été longtemps enfermé dans, j'ai envie de dire, dans un tabou moral, dans une condamnation morale, ce qui nous empêchait de les penser. Et à partir du moment où on ne pensait pas à ces trahisons, dès que quelqu'un dit « j'ai été trahi, il m'a trahi », etc., ça fait l'office d'une véritable sidération et du coup, on ferme le clapet, on a l'impression que tout a été dit et qu'il n'y a plus rien à dire. Alors que c'est à partir de ce moment-là qu'il est intéressant d'agir, de réfléchir à ce qui s'est passé. Donc, les trahisons, effectivement, méritent qu'on y réfléchisse. Déjà, méritent qu'effectivement, qu'on mesure qu'on ne peut pas mettre toutes les trahisons dans le même panier. Il y a les trahisons qui sont pour nous les plus évidentes, celles qui sont destructrices, celles qui sont effectivement liberticides, celles qui engendrent des tragédies même. OK, ça, c'est en partie les trahisons subies. Mais il y a aussi les trahisons agies. Le traître, ce n'est pas toujours l'autre. Quelquefois, dans nos meilleures intentions, dans la meilleure volonté du monde, on va trahir les gens qu'on aime le plus, les personnes qui nous sont proches, à notre insu, sans s'en rendre compte. Et ces trahisons-là m'intéressent. Ces trahisons que l'on agit, quelquefois, sans en avoir conscience, elles sont intéressantes. Il y a aussi un troisième mode de trahison, c'est les trahisons justement vis-à-vis de soi-même. On va parler des loyautés et je pense que quelquefois, on est très déloyal vis-à-vis de soi-même. Donc, trois sortes de trahisons, subies, agies et vis-à-vis de soi-même. On ne va pas retravailler plus profondément ces trois différences-là, elles sont donc des processus différents. OK. Ce que je veux mettre en évidence là, ce qui va nous être utile pour la suite, c'est de considérer que quelle que soit cette forme de trahison, l'une ou l'autre, nul n'échappe à la trahison. Nul n'échappe aux trahisons. Et je pense qu'il faut commencer à admettre cette réalité. Elles existent, les trahisons, depuis la nuit des temps. Elles font partie de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Elles sont inévitables car elles font partie inéluctablement du lien, de la relation entre moi et les autres, entre un individu et son groupe d'appartenance. Elles structurent le lien. Et moins on ira les comprendre, plus on se ferme finalement aux possibilités d'ouvrir des nouvelles perspectives, des nouveaux possibles aux jeunes, mais en même temps aussi aux adultes. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tour à tour traîtres et trahis. Le traître, ce n'est pas toujours l'autre. Un même geste, un même acte peut nous faire considérer comme un traître vis-à-vis d'une personne et au contraire, comme peut-être un libérateur vis-à-vis d'une autre personne. C'est-à-dire qu'un même acte
peut effectivement nous faire considérer comme un traître, comme un déloyal pour les uns, et au contraire pour quelqu'un de loyal et même d'éthique pour les autres. Donc, je considère, et c'est pour ça que cet âge-là m'intéresse, je considère que le plus grand danger des trahisons, vous l'avez compris, c'est qu'elles nous échappent à notre conscience. Elles échappent à notre conscience, on les agit malgré nous, on les agit à notre insu. Et pour moi, l'éthique, ce serait déjà cette conscience du risque possible que mes gestes, mes actes, mes paroles puissent porter des trahisons vis-à-vis des autres sans que je m'en aperçoive. Le grand danger de la trahison, c'est quand elle échappe à notre conscience. Donc, c'est déjà une chose. Ensuite, pourquoi je le relis, ce processus-là, à cet âge-là, c'est que le changement, notre évolution, nos transitions permanentes, un être humain, c'est un être en devenir permanent. Donc, on ne cesse de se déplacer. Et là, vous allez comprendre le lien que je faisais tout à l'heure entre transition et transformation. Le changement, l'évolution ne peut pas faire l'économie de la trahison. La trahison, c'est un processus de passage. Et elle interroge comment passer, et elle interroge surtout les jeunes aussi. Cette question-là va commencer à se poser dans les jeunes adultes de 16 à 30 ans et elle nous interroge tout au long de notre vie. C'est comment passer de la place à laquelle on m'a assigné à la place à laquelle j'aspire. Et cette notion de passage, c'est l'essence même de la trahison. C'est-à-dire que à chaque fois que je commence à travailler sur un concept, je vais voir et je vais rechercher l'étymologie. Et l'étymologie de trahir est très intéressante. Trahir vient du verbe latin tradere, qui veut dire à l'origine passer d'un lieu à un autre. Ce n'est pas forcément passer d'un camp ennemi à un autre. Je veux dire, on n'a pas encore de notion de trahison comme on l'entend aujourd'hui. C'est un passage. Mais le verbe tradere a également donné tradition. Et pour moi, ce paradoxe-là, c'est le signe, effectivement, c'est le symptôme, c'est le symbole, c'est la métaphore, cette trahison-là, définie de telle manière, c'est la métaphore de tout l'être en devenir que nous sommes en tant qu'être humain. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas nous déplacer, mais en même temps, donc, de passer d'un âge à un autre, de passer d'un lieu d'appartenance à un autre, de passer d'une situation à une autre, peut-être même d'un couple à un autre. Nous ne pouvons pas éviter de nous déplacer, mais si on veut rester dans une trahison éthique, il faut savoir effectivement de quelle tradition on vient et finalement être quand même en lien et rester en lien avec ce lieu que je quitte parce que je ne peux pas faire autrement. On va reprendre un petit peu tout ça justement en entrant un petit peu maintenant un peu plus dans le vif du sujet et on va voir un petit peu maintenant, j'ai envie de dire, le mode d'emploi de grandir, c'est trahir. Alors, si les jeunes adultes sont impliqués dans la notion de trahison, c'est parce que depuis leur enfance, depuis même leur naissance, ils sont impliqués dans le vaste système, on peut l'appeler comme ça, la vaste circulation des dons, dettes et loyauté dans leur famille. Jusqu'à quelle heure j'ai un petit peu? Parce que je sache si je développe, 11 heures. D'accord. Donc, je vais aller un peu vite sur ce système-là pour voir après les étapes du grandir, trahir pour grandir. Donc, vous connaissez tous, je pars et vous connaissez un petit peu l'enchaînement qu'a mis en évidence Marcel Mauss dans Les Peuplades, comment les relations s'instituent, s'ordonnent et se perpétuent autour des 3 mouvements donner, recevoir, rendre. Vous êtes au courant, en principe, de tous ces 3 mouvements, comment les liens s'organisent entre les peuplades et entre les individus autour de ces 3 mouvements. Dans une famille, on pourrait dire que, donc je suis partie de ce concept de Marcel Mauss, et on pourrait dire que dans les familles, ces 3 mouvements-là s'ordonnent autour des dons, des dettes et des loyautés. Et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que dans une famille, tout commence par un don. Et Marcel Mauss nous disait qu'effectivement, le don est au service du lien. Donc, le don est au service du lien. Quand un enfant naît, quand il a reçu le don de la vie, effectivement, il est d'emblée inscrit dans une histoire. Le don est au service du lien, mais
Et les dons, alors entendons-nous bien, dans les dons, il y a ce que reçoit l'enfant. Alors, si c'est une famille adoptive, il reçoit la vie de ses parents biologiques, il reçoit les moyens de mieux vivre avec ses parents adoptifs, donc il reçoit quelque chose d'essentiel. Ensuite, l'enfant va recevoir de l'affection, des modèles, des tuteurs de développement, des représentations du monde, il va recevoir effectivement énormément de choses, et entendons-nous bien, il reçoit aussi la névrose familiale, c'est-à-dire qu'il reçoit aussi beaucoup de choses bonnes et mauvaises, du pire et du meilleur. Dans le don, je ne vois pas quelque chose uniquement de positif. Donc, toutes ces transmissions que l'enfant reçoit, tout ce qui lui est donné, tout ce qui lui est apporté, c'était absolument nécessaire, c'est fondateur, ça structure son identité, son appartenance, sa filiation, la différence entre le chez nous et le chez les autres, etc. Mais on le sait, toutes ces transmissions sont en grande partie inconscientes, implicites, elles sont souvent non dites, etc. Et des fois, pour ceux qui m'ont déjà entendu, je le dis souvent, au regard de tout ce que reçoit cet enfant, si j'avais envie de jouer les empêcheurs de rond, de tourner en rond, si j'allais le voir, ce bébé-là, à la clinique, au lieu de m'ébahir et de dire qu'il était excessivement beau, ce que je peux quand même penser, je me pencherais vers lui et je lui dirais « Mais mon pauvre bébé, tu es à peine né que tu es déjà surendetté. » Et je me pencherai encore plus près de lui et en parlant d'une manière encore plus douce, moins forte pour que personne ne nous entende, je pourrais lui dire « Ne t'inquiète pas, avec quelques trahisons bien pensées, bien faites et quelques déloyautés, tu pourrais t'en sortir. » Pourquoi? Effectivement, dans ce système familial, intrafamilial, le don crée des dettes qui créent des loyautés. Les loyautés, c'est répondre aux différentes attentes. Et ces dons qui créent des dettes et qui créent des loyautés, ça structure le lien éthique du système intrafamilial. Ce lien éthique qui constitue la charpente, l'architecture du lien familial et dont on n'a pas toujours conscience, hein, mais qui est là, même quand on ne s'entend pas, même quand on ne se parle plus, il y a quand même cette notion de lien éthique. Donc, la question qui va se poser, je reprends effectivement un peu aussi ces questions-là à partir de la conceptualisation de Bozermani-Nagy, de Catherine Comin-Nagy aussi, mais je n'interroge pas la question de la loyauté, des loyautés de la même manière qu'eux. C'est-à-dire que pour moi, la vraie question qui est à poser et qui commence à se poser à partir de 16-18 ans, enfin la fin de la vraie question, c'est jusqu'où être loyal? Plus précisément, jusqu'où peut-on vraiment l'être? Faut-il avoir peur d'être déloyal? Comment et où commence la déloyauté? Donc, j'interrogerai plutôt la possible déloyauté qui, pour moi, est vraiment le chemin de la croissance et de l'individuation. Première étape, grandir, c'est trahir, mode d'emploi en 8 étapes. Première étape, accepter d'être redevable. Ce n'est pas si facile que ça. Et je pense qu'il faut aider les jeunes adultes que l'on va accompagner dans cette dimension-là. Leur faire accepter qu'inévitablement, ils sont et ils seront toujours redevables à leur famille. On ne peut pas s'acquitter de sa dette vis-à-vis de la famille. Grandir, c'est accepter une inexorable déloyauté. Parce qu'on ne peut pas effectivement à la fois renoncer à ce qu'on a reçu, mais en même temps, on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui vont être portées sur nous en tant qu'individus. La relation transgénérationnelle a une spécificité, c'est-à-dire que les dons descendants sont foisonnants, énormes, implicites, inconscients, et il n'y aura jamais de retour à la hauteur de ce qui est attendu. C'est-à-dire que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, se prend conscience qu'il ne pourra jamais être à la hauteur, il ne pourra jamais être à la hauteur de ce qui est attendu de lui, il ne pourra jamais répondre à ce qui est attendu de lui, à ces loyautés inexorables qui pèsent sur lui. Donc, effectivement, on ne pourra jamais ramener les compteurs à zéro, nous ne pourrons pas être quittes vis-à-vis de notre famille,
Nul n'est loyal à la hauteur donc de ce qui est attendu. Nul ne peut répondre à ces demandes incommensurables. Entre le don et la dette existe un hiatus, un vide, une béance, véritable espace des loyautés impossibles, inaccomplissables, dans lequel le sentiment de trahison peut se complaire. Cela se traduit souvent par un vécu d'ingratitude chez les parents et d'injustice chez les enfants. Comment, vous allez me dire, comment vivre alors avec une dette si lourde? Et est-ce que justement, par rapport à tout ce que l'on reçoit, est-ce qu'on est vraiment en dette? Et les jeunes adultes, effectivement, sont pris en tenaille entre leur désir d'autonomie et ce sentiment de dette. Et il me semble qu'il est important de les aider à transformer leur rapport à la dette. Montrer qu'on peut être redevable et en même temps autonome. Reconnaître sa dette, ce n'est pas forcément en supporter le poids. L'accepter, accepter cette dette, va au contraire nous faire les faire entrer dans un questionnement éthique, car c'est ce questionnement qui va construire et structurer justement et renforcer encore plus le lien éthique avec notre famille et en même temps notre conscience éthique. Je cite là, tout à l'heure, Jean-Paul Gaillard a parlé d'une définition d'Aristote et de l'éthique. Je cite une phrase de Lévinas: « L'éthique serait cette dette que je n'ai jamais contractée. » L'éthique consiste non pas à vouloir liquider ces dettes, il me semble que c'est très important pour eux, mais de l'admettre aussi pour nous. Il ne s'agit pas de liquider ces dettes, ce qui est impossible, mais à les interroger sans cesse, à interroger de quoi elles sont faites et à quoi je peux ou je dois ou je ne peux pas répondre vis-à-vis de ces dettes. Et nous reviendrons tout à l'heure, ce sera la 8e ou la 7e étape, je ne sais pas, ça va se structurer autour de 3 questions tout à fait précises. Interroger mes dettes plutôt que de savoir comment je vais pouvoir les liquider. Deuxième étape, grandir. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Grandir, c'est la deuxième étape, nous amène un petit peu à être un peu plus précis. C'est admettre, puisqu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes, c'est admettre qu'on ne sera pas, qu'on ne sera jamais, qu'on n'a pas été, qu'on ne sera pas, qu'on ne sera jamais les enfants idéaux de nos parents. C'est ce que les jeunes adultes, les adolescents déjà avaient senti, mais c'est ce que les jeunes adultes, effectivement, conscientisent de plus en plus. Et je pense que j'ai reçu des adultes de 50, 60, 70 ans, etc., qui continuent effectivement à ne pas accepter cette réalité. On ne sera jamais les enfants idéaux de nos parents. Et ça fait souffrir, et si on les aide à accepter cela à l'âge de 16, 20, 25 ans, je pense qu'ils gagnent beaucoup d'années de travail psychique après. Donc, grandir, c'est renoncer à la reconnaissance parentale. C'est admettre qu'on a pu les décevoir, qu'on est en dessous de leurs attentes et admettre finalement que même si on les a déçus, arriver finalement à ne pas trop en souffrir parce qu'ils ont mis en œuvre quelque chose de la reconnaissance de soi, c'est-à-dire se considérer suffisamment bien, pour reprendre une expression de Winnicott, suffisamment bien, même si nos parents ne nous considèrent pas dans cette mesure-là, et même si nous percevons dans leur regard quelque chose de l'ordre de la déception. Grandir, c'est donc, deuxième étape, admettre, j'allais dire en toute tranquillité, que nous ne pourrons pas répondre aux attentes, mais surtout qu'on ne sera pas l'enfant parfait de nos parents. Troisième étape, je pense qu'il est important aussi de les aider, ces jeunes adultes, à renoncer à vouloir sauver leurs parents. Dans les trahisons, dans les loyautés que l'on est prêt à trahir, la loyauté qu'on est prêt à trahir, il y a aussi des loyautés invisibles. Les enfants sentent très vite les fragilités, la vulnérabilité de leurs parents et ils ont envie très vite de se placer à une place qui n'est pas la leur, c'est-à-dire de sauver, de protéger, de faire quelque chose, d'être le prolongement de leurs parents. Et je pense qu'effectivement, là aussi,
se libérer de ces loyautés invisibles qui nous amènent, qui les amènent, qui amènent beaucoup de jeunes adultes aussi et d'adultes moins jeunes à vouloir sauver ses parents. Et là encore une fois, ça semble être une formule. Combien de fois je vois des adultes assez âgés qui continuent à croire qu'ils vont pouvoir faire quelque chose pour leurs parents. À un moment donné, accepter cette déloyauté, c'est accepter, je ne peux pas sauver mes parents. Quatrième étape qui me semble importante est de les amener à prendre en compte, derrière les loyautés invisibles, de prendre en compte aussi dans quelle mission impossible l'histoire familiale, les parents les ont placés, peut-être même à l'insu de ses parents, etc., l'histoire familiale, dans quelle mission impossible j'ai été placée et quelles sont les missions impossibles auxquelles je ne peux, encore une fois, pas répondre et donc il faut que je me libère, j'ai envie de dire, avec le plus de légèreté possible. Et ces missions impossibles, on ne va pas en parler là, je n'ai pas le temps d'en citer plusieurs, mais de ces missions impossibles, souvent, elles émergent et ce qui constitue une porte d'entrée pour aller à la recherche et pour aller les déminer quelque part, ce sont les symptômes. C'est le fait que le jeune adulte va mal, il est angoissé et quand il est en conduite d'échec. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'autorise pas à réussir? Donc, c'était la quatrième étape. Cinquième étape, alors évidemment, ce que je vous raconte là comme étape, c'est vraiment un travail, c'est vraiment des processus thérapeutiques que j'ai pu mettre en œuvre, encore une fois, avec les jeunes adultes, et on verra que la caractéristique des jeunes adultes, c'est qu'ils sont très souples. Ils adhèrent tout à fait à ça et ça va relativement vite avec eux. Mais c'est un processus aussi que je peux utiliser avec des adultes moins jeunes et ça marche aussi, il faut un peu plus de temps. Cinquième étape, c'est les amener à assumer leur culpabilité de trahir. Et ça veut dire pour moi, les aider, ce n'est pas facile, c'est-à-dire les aider à trahir jusqu'au bout. Souvent, combien de fois, là encore une fois, des jeunes adultes, mais même des adultes un peu plus anciens, si on peut dire, un peu plus seniors, combien de fois je leur ai dit, vous avez agi les trahisons nécessaires. Vous avez changé de voie par rapport à là où vous placez vos parents, vous avez changé, je ne sais pas, vous avez osé mettre en place, en acte, quelque chose qui était important, peut-être même vital pour vous, mais vous ne le reconnaissez pas. Donc, trahir jusqu'au bout, c'est reconnaître que cette trahison a bel et bien eu lieu. Et surtout, pouvoir se désigner comme traître. Oui, j'ai agi des déloyautés. Oui, j'ai été déloyale. Oui, et finalement, quand je vous fais ça, ça veut dire que l'adulte ou le jeune adulte qui reconnaît là où il en est, qui trahit jusqu'au bout, il fait vraiment quelque chose de très cohérent et quelque part, il redevient lui dans son entièreté. Il n'y a pas l'acte d'un côté et sa perception de l'autre. Il est vraiment au cœur même de l'acte, il le reconnaît et il reconnaît qu'il en est l'acteur et finalement, il reconnaît sa responsabilité. Donc, c'était la cinquième étape. La sixième étape, on va aller encore plus loin, c'est accepter d'être désigné. Moi, je me reconnais comme traître, c'est la cinquième étape, mais et du coup, ça ouvre la possibilité à la sixième étape. La sixième étape, c'est accepter d'être désigné par l'autre comme étant le traître. Accepter de pouvoir, accepter le regard, supporter le regard de l'autre qui me dit que je l'ai trahi. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que là, c'est souvent dans les processus thérapeutiques des moments effectivement très, très, très puissants et très forts, très douloureux aussi, parce que c'est une forme de séparation psychique avec les autres. Et ce qu'il y a à faire à ce moment-là, c'est vraiment légitimer cette trahison. C'est-à-dire que cette trahison qui commence à prendre forme, qui commence à avoir du sens, on mesure qu'elle n'est pas faite contre l'autre, mais qu'elle est faite vraiment pour son accomplissement personnel. On accède effectivement à cette capacité d'être désigné comme le traître, effectivement, à partir du moment où je mesure qu'elle me permet, moi, d'aller vers une unité de moi-même, vers une cohérence de mon existence. Et à partir de ce moment-là, on peut effectivement
assumer le fait d'être désigné comme un traître. Et on va voir aussi qu'être désigné comme un traître, accepter la responsabilité de ses actes et finalement de ses gestes et de ses déplacements, ça va pouvoir aussi apaiser la douleur de l'autre. Mais je voudrais élargir encore la question. Si on veut, j'ai envie de dire, déculpabiliser les jeunes adultes et nous déculpabiliser, nous, dans ce processus-là, je crois qu'il faut mesurer, et ce sera la 7e étape, je crois qu'il faut mesurer qu'il y a un enjeu, pas seulement individualiste, mais un enjeu anthropologique et universel à cette démarche-là. Et pour remonter dans le temps, on va carrément aller très, 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 très en arrière dans le temps, on va aller au temps d'Abraham. Et on va voir que cette démarche est vraiment une démarche universelle. C'est la 7e étape qui nous permet justement de mesurer que la volonté, l'appétit de s'individualiser, cela ne nous amène pas forcément à être individualiste. L'accomplissement d'un soi, ce n'est pas l'accomplissement d'un moi ou d'un ego replié sur soi. Au contraire, ça nous met dans le grand mouvement d'une démarche universelle et anthropologique. Qu'est-ce qui se passe au moment d'Abraham? Alors, quand Abraham est présenté au début de la Genèse dans la Bible, son nom s'écrit A-B-R-A-A, il y a M, il n'y a pas de H entre les deux A. Qu'est-ce qu'entend Abraham quand il est justement jeune adulte? Il entend de la part de Dieu une phrase qui pour moi est vraiment symptomatique de ce qui se passe aux jeunes adultes et qui nous interroge nous tout au long de notre vie. Il entend de la part de... Alors bien sûr, je l'entends comme un mythe tout ça, hein. Voilà, un mythe tout à fait laïque dont on peut se saisir de n'importe quelle de plusieurs manières. Il entend cette phrase clé, va vers toi. C'est ça pour moi le cheminement important. Il entend, c'est Dieu qui dit à Abraham, donc Abraham sans H, va vers toi. Il continue, Dieu, il dit, l'homme abandonnera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que naître implique que l'on sorte de notre lieu d'origine. Naître nous a inscrits dans un système d'obligations envers la famille. Grandir implique la refondation incessante de ce système-là. Le sujet, ensuite, Abraham, toujours sans H, hein, son nom, il va vivre plein d'aventures, il va être trahi, il va se tromper, il va errer, etc. Je pense que c'est aussi symptomatique de le sujet ne peut se trouver, le soi ne peut se trouver que dans de multiples errances, de multiples détours. Mais là aussi, on ne développe pas. À un moment donné, et ça va vous rassurer, si vous n'avez pas trahi vous suffisamment à temps, vous allez être rassuré, il est toujours temps. Et c'est l'exemple d'Abraham aussi. À un moment donné, il doit avoir 80, 90 ans. Dieu lui avait promis une grande descendance à lui comme à Sarai. Là aussi, Sarah ne s'appelait pas encore Sarah, peut-être qu'on la connaît, mais Sarai, avec un i à la fin, un i tréma à la fin de son nom. Et il se retourne vers Dieu en disant, écoute, tu m'as promis une grande descendance, mais rien ne vient. Je viens d'avoir un enfant avec Hadar, mais je n'ai pas d'enfant avec Sarai. Et là, à un moment donné, pour moi, c'est vraiment une trahison peut-être du texte de base, mais une interprétation, la trahison n'est pas suffisamment accomplie. La chose, le changement, le basculement va se faire à partir du moment où Abraham change de nom. Il s'appellera Abraham avec un H entre les deux A et Sarai va s'appeler Sarah avec un H entre les deux noms. Des H qui vont introduire un nouveau souffle, qui vont introduire une nouvelle dimension dans leur identité. Abraham, avant, ça voulait dire père élevé, peut-être trop élevé, et Abraham avec un H veut dire père d'une multitude. Il accède, maintenant qu'il a changé de nom, il accède à sa réalité. Et il peut accomplir, effectivement, il deviendra le patriarche de tant de monde et de générations. Sarai, c'est la même chose. Sarai voulait dire ma princesse. Elle était peut-être enfermée dans un rapport de possession avec Abraham. Maintenant, Sarah, ça veut dire la princesse. Donc, elle peut être la princesse de toute une multitude. Donc, effectivement, la trahison nous amène nous crée une obligation d'aller jusqu'au bout de la trahison. Donc, ils ont eu Isaac à 90 ou 95 ans, donc ça nous laisse le temps d'effectivement d'opérer les trahisons qui sont nécessaires. Je voudrais terminer par la 8e étape.
car effectivement, il ne s'agit pas d'être un traître pour être un traître, même pas pour s'accomplir soi-même, ou du moins, il ne s'agit pas de s'accomplir de n'importe quelle manière, il s'agit de devenir un traître heureux. Et pour moi, et là on revient vraiment dans la notion de trahison éthique, un traître heureux, c'est un traître éthique. Et un traître éthique, qu'est-ce que c'est? C'est un traître éthique qui, effectivement, pour moi, ce n'est pas un renégat. Un traître n'est pas forcément un renégat. C'est un traître qui reconnaît l'importance, on revient sur la notion de tradition, qui reconnaît l'importance de ce lieu même qu'il a dû quitter pour ne pas se trahir. Il reconnaît que sa famille, que le couple qu'il a quitté ont été fondateurs pour lui, ont été importants, même s'ils ont été lieux de source de souffrance, etc. Ce sont des lieux qui l'ont constitué, peut-être même fragilisé, mais c'est une façon de se constituer aussi. Donc, c'est reconnaître d'où je viens, reconnaître l'importance que ces étapes-là ont été pour moi, comment elles m'ont forgé, comment elles m'ont structuré. Et finalement, c'est aussi reconnaître la souffrance que je fais subir à l'autre. Et donc, c'est un traître éthique, c'est un traître qui est reconnaissant. Deuxième chose pour être un traître éthique, c'est se poser les 3 questions dont on parlait tout à l'heure, je vais les nommer. Pour être un traître éthique, c'est donc se poser la question: qu'ai-je reçu? J'étais peut-être en souffrance avec ma famille que j'étais obligée de quitter, avec ce couple que j'ai dû quitter, mais qu'ai-je reçu quand même de ces lieux qui m'ont constitué? Deuxième question, à partir de celle que qu'ai-je reçu, c'est envers qui être reconnaissant. On est vraiment dans un parcours de reconnaissance tel que Paul Ricoeur nous l'a enseigné. Donc, deuxième question, envers qui et de quoi suis-je reconnaissant? Et c'est aussi de pouvoir, du coup, cela nous permet de voir que effectivement, je n'ai pas reçu ce que j'attendais peut-être de mon couple, de ma famille, etc., mais j'ai reçu autre chose. Et je m'affilie à des choses positives de ma famille. Donc, deuxième question, envers qui? Donc, on interroge nos loyautés, nos déloyautés. Envers qui suis-je reconnaissant? Troisième question, qui n'est pas tout à fait accessible pour les adultes, pour les jeunes adultes, auxquels ils vont venir. Moi, je considère que la troisième question, quand on est adulte, c'est de se poser: que transmettre à mon tour? Quand les jeunes adultes sont plus près de 20 à 25 ans, eux, la question n'est pas tout à fait la même. C'est: quel sens dois-je donner à mon existence? Ils ont envie de se la poser. On peut les accompagner pour qu'ils se posent cette question. Et surtout, la question, eux, ce n'est pas une transmission, mais c'est au contraire: comment vais-je transformer mon héritage? Comment vais-je effectivement apporter, m'approprier, trier peut-être dans mon héritage? Je pense que la troisième question qui est fondatrice aussi pour eux, pour les jeunes adultes, encore une fois, elle se transformera pour plus tard en que vais-je transmettre. La question qui est fondatrice pour eux en tant que jeunes adultes, c'est comment transformer mes héritages, comment me les approprier et faire mien peut-être un système de valeurs que je vais réinterroger de la part de mes parents. Et donc, transformer, on retrouve cette notion de transformation. Et finalement, en conclusion, très rapide, moi, je voudrais dire vraiment toute ma reconnaissance et ma redevabilité à cette tranche d'âge. J'ai vraiment adoré travailler avec eux. Encore une fois, parce que grâce à l'hypnothérapie, on va quand même relativement vite au fond des choses. J'ai bien aimé quand Jean-Paul Gaillard a dit que les valeurs, c'est quelque chose d'incorporé. Et effectivement, l'hypnose nous permet de travailler justement avec ce qui soigne dans notre corps, ce qui est là dans notre corps qui nous habite. Et justement, les jeunes adultes sont très, très ouverts. C'est une souplesse psychique très intéressante. Et donc, ils m'ont conforté dans cette notion de trahison éthique. Mais bien entendu, ça m'a parlé en tant qu'adulte qui est senior, mais qui reste peut-être jeune encore, parce que c'est un processus que l'on n'a jamais terminé, que l'on n'a jamais achevé complètement. Et c'est peut-être ça le sel de la vie et le plaisir de goûter la vie. Voilà ce que je voulais vous dire.